Moi, je pense que jamais le peuple français n'acceptera de se lancer dans cette aventure désastreuse. Parce qu'on ne peut pas tout sacrifier au marché, en fait. Et peut-être qu'on a un rapport au paysage, à l'espace qui est différent de celui d'un autre pays, qui sont les États-Unis, qui ont par ailleurs un rapport à la densité par habitant et à l'espace qui est différent de la France. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas pour des raisons dogmatiques que la France a pris la décision d'interdire la fracturation hydraulique. C'est parce que la fracturation hydraulique entraîne des dégâts irréversibles sur l'environnement qui sont prouvés, avérés, factuellement démontrés en termes de pollution des nappes phréatiques, de migration des produits chimiques dans le sous-sol et dans l'eau, de risques pour la santé, de remontée des métaux lourds et d'un certain nombre de radiations et d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre, beaucoup plus puissant que le CO2. Sans parler des millions de mètres cubes d'eau que doivent transporter des camions pour qu'on puisse mettre l'eau dans les forages, l'eau à laquelle est mélangée des produits chimiques, qui est ensuite stockée en plein air. Enfin, tout ça est une pure catastrophe environnementale en réalité. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que après, il y a la question économique et il y a la question de politique énergétique. Les États-Unis ont fait le choix de développer ces technologies et le gaz de schiste. Dire qu'il faudrait les suivre sur cette voie, c'est un peu comme si on disait que parce que je ne sais quel pays dans le monde fait travailler les enfants pour produire du textile à bas coût, on devrait en France faire travailler les enfants et suivre ce type de modèle. C'est-à-dire qu'ils ont inventé, les États-Unis, le dumping environnemental comme d'autres pratiques du dumping social. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce que font les États-Unis avec le gaz de schiste, ça exerce une forme de concurrence déloyale, puisqu'ils ont accès de cette façon, en s'asseyant sur un certain nombre de normes et d'exigences environnementales, ils ont accès à une énergie moins chère, qui leur permet d'abord d'accéder quasiment, enfin prochainement, à leur autonomie énergétique, et puis ensuite c'est un avantage économique dans toute une série de productions, puisqu'ils ont accès à une énergie moins chère. Donc la question qui est posée pour la France, c'est de ne pas en rester au refus des gaz de schiste, c'est de choisir une alternative compétitive. C'est ça la vraie question. Et elle est là, la question de la transition énergétique. C'est-à-dire si on veut pas s'en tenir simplement à refuser un modèle dont on ne veut pas, qui est par ailleurs économiquement une impasse totale, parce que aujourd'hui en fait les 60 ou 60, 70, ça dépend des années, milliards de déficit de la balance commerciale de la France liés à l'énergie, c'est essentiellement lié au pétrole. C'est pour 88% lié au pétrole, le reste seulement pour le gaz. Donc le gaz, c'est pas l'essentiel du déficit de la balance commerciale lié à l'énergie. Et toutes les réserves supposées et discutables que les Américains ont évoquées sur les réserves de gaz de schiste de la France ne permettraient pas de produire plus que 5% de la consommation annuelle de gaz en France. Donc c'est quelque chose, vous voyez, dont l'intérêt économique est très discutable. Et pour avoir ces 5%, il faudrait faire 5000 forages en France. Je souhaite bonne chance à ceux qui voudraient essayer ça, ne serait-ce qu'en termes de troubles sociaux et de révoltes citoyennes qui se produiraient dans les territoires concernés. On a vu d'ailleurs, vous savez, la façon dont la loi française a été prise, c'est parce que les citoyens se sont révoltés sur les territoires qui étaient concernés. C'est-à-dire qu'un jour, des gens, c'est comme si chez nous, ici, un jour, on avait découvert qu'en fait, il y avait une compagnie pétrolière qui avait pris un permis de forêt, que le maire de la commune n'était pas au courant, que les citoyens n'avaient pas été consultés. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait, le début de l'histoire en France. Donc les gens se sont révoltés,
Ils se sont informés, se sont renseignés, et c'est à la suite de ça que sous la précédente majorité, la loi a été votée pour interdire la fracturation hydraulique. Et ensuite, les lobbies, je vous rassure, ils sont super actifs, je peux en témoigner. Ils se démènent pour essayer que l'on revienne sur cette loi. Ils espéraient que le Conseil constitutionnel allait casser la loi française. Ils ont perdu devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé la loi en disant qu'elle appliquait le principe, non pas de précaution, parce que le principe de précaution, c'est quand on ne connaît pas un risque. Là, c'est l'application du principe de prévention, c'est-à-dire de prévenir un dommage avéré à l'environnement. Et là, en l'occurrence, il s'agit bien de ça. Donc, moi, voilà, je pense vraiment que c'est l'exemple même de comment dire, de mauvaises solutions. Par ailleurs, par rapport à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire l'anthropocène, la question du réchauffement climatique, moi je pense que dans les gaz de schiste, il y a aussi cette idée aussi qu'il y a du pétrole après le pétrole. Bon, c'est ça les hydrocarbures conventionnels, quoi. C'est-à-dire, or, plus vite on mute quand même vers des énergies performantes et renouvelables, mieux la planète se portera. Alors, par rapport à la question de l'Europe, puisque c'était ça votre question aussi, l'Europe est très divisée aujourd'hui sur cette question. Un certain nombre d'États membres sont en train d'aller vers le gaz de schiste, notamment la Pologne, le Royaume-Uni. Il y a d'autres États membres qui sont plus contre ou plus réservés. Pourquoi il y a une pression très forte des lobbies sur la France? Parce qu'à l'échelle internationale, en fait, le refus de la France de faire les gaz de schiste vous voyez, depuis l'échec de Copenhague, c'est le seul signal de résistance aux règles du profit à court terme, on sacrifie tout, on ne se pose pas la question de l'avenir, on ne se pose pas la question du long terme. C'est la seule décision forte qui aille à l'encontre de cette logique qui ait été prise. Sur la question de l'Europe, je pense qu'on va être dans une situation comparable à ce qui s'est passé sur les OGM. C'est-à-dire que l'industrie américaine des OGM voulait à tout prix envahir l'Europe. Les États membres ont été divisés. Certains ont refusé les OGM, c'est toujours le cas de la France. D'autres les ont acceptés. Je pense que pendant un temps, on risque d'être sur la question du gaz de schiste dans cette situation-là. Tous les pays n'ont pas par ailleurs la même situation énergétique. J'allais dire, nous, on a le nucléaire, vous voyez. On a aujourd'hui 75% de notre électricité qui est nucléaire. C'est pas la situation d'autres pays de l'Union européenne qui, du coup, ont une situation énergétique qui peut paraître plus critique, entre guillemets, que celle de la France, même si on pourrait discuter du nucléaire. Et il y a évidemment aussi la question géopolitique par rapport à l'Ukraine et au gaz russe. Le gaz naturel qui est utilisé en France aujourd'hui, il vient à 13% de la Russie, à 15% de l'Algérie, ou l'inverse entre l'Algérie et la Russie, à 36% de la Norvège, 19% je crois des Pays-Bas. Enfin, la France a depuis très longtemps organisé un approvisionnement en gaz naturel diversifié pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. C'est une des pierres angulaires en fait de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de la France, d'avoir construit un système de diversité d'approvisionnement pour être le moins possible dépendant de risques géopolitiques de cette façon. Et puis on a un grand objectif en termes de gaz, qui est la question du biogaz et de la méthanisation. Et les grandes entreprises françaises du gaz sont en train de se mettre à fond sur cette question du biogaz et de la méthanisation, c'est-à-dire de la fabrication de gaz écologique.